Il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce matin, nous sommes en compagnie de Thierry Burlot. Il est vice-président chargé de l'environnement à la région Bretagne et candidat aux élections régionales. Il est en direct avec nous en studio. Bonjour Thierry Burlot. Bonjour. Alors Thierry Burlot, vous vous lancez donc dans la course au régional. Alors est-ce que vous êtes le candidat de La République En Marche? Voilà la question. Alors, tout d'abord, donc merci de votre invitation. Pour l'instant, la seule décision qui est prise, c'est d'essayer de tenter de créer les conditions d'un grand rassemblement autour de cette candidature. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire déjà à plusieurs reprises, je ne suis pas En Marche. Donc je ne serai pas le candidat que d'En Marche, si je puis dire. Mais par contre, j'essaye de créer les conditions d'un grand rassemblement autour, on va dire, du centre en Bretagne. Voilà, donc rassemblement avec cette idée du centre. Est-ce que la Bretagne, finalement, est une région au centre? On le dit souvent. Ben oui, la région est au centre et la difficulté aujourd'hui, si vous voulez, c'est de voir que ces élections régionales, une élection importante, hein, on voit la place que la région prend aujourd'hui dans les politiques publiques. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est de voir que cette élection serait finalement préemptée par les grands partis politiques qu'on a au niveau national, à savoir le Parti socialiste d'un côté et puis les Républicains de l'autre. Et je me dis que la Bretagne, c'est bien autre chose que cela. Et ce que je souhaite, c'est qu'au moment où on va devoir faire face à des grands enjeux, hein, l'enjeu de sortie de cette crise sanitaire qui a été violente quand même si en Bretagne, il faut relativiser par rapport à d'autres régions, mais la crise économique qui va s'en suivre, je pense qu'il y a des grands enjeux qui sont posés aujourd'hui à la Bretagne, et il est important que cette voix centrale puisse s'exprimer. Alors, vous avez été élu sur la liste de Loïc Chenet-Girard hein, lorsque il y a eu les précédentes élections régionales. Est-ce qu'aujourd'hui vos chemins se séparent finalement? D'abord, je n'ai pas été élu sur la liste de Loïc Chenet-Girard, j'ai été élu sur la liste de Jean-Yves Le Drian, voilà. Qui à l'époque d'ailleurs a fait des choix très clairs. Hein, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à l'heure de vérité, j'ai envie de dire, sur l'héritage de Jean-Yves Le Drian. À savoir, est-ce qu'on continue sur cette capacité que Jean-Yves Le Drian avait de rassembler les Bretons, ou est-ce que, à l'inverse, on revient à des enjeux politiques, on va dire, nationaux, hein, avec des organisations politiques qui ont eu le mérite d'exister à un moment donné, mais reconnaissons qu'aujourd'hui les partis politiques sont un peu en difficulté. Oui, on voit la droite, tout comme d'ailleurs le Parti socialiste, qui sont à la peine aujourd'hui. Oui, moi ce que je veux, hein, c'est tenter de créer le rassemblement autour de valeurs, autour des grands enjeux de la Bretagne. Comme je le dis souvent, je ne veux pas faire le 3e tour des municipales. Je ne veux pas non plus faire le 1er tour des présidentielles. Il s'agit d'avoir pour moi comme seul horizon la Bretagne. Alors cet horizon, vous en avez parlé, j'imagine, avec Richard Ferrand et Jean-Yves Le Drian que vous avez rencontré la semaine passée. Alors on va peut-être pas vous demander de nous livrer des secrets, mais qu'est-ce qui s'est dit? Alors d'abord, la presse s'est fait état d'une rencontre avec Jean-Yves Le Drian qui n'a pas eu lieu, et encore moins avec Richard Ferrand. Et donc c'est Emmanuel Macron que vous avez rencontré? C'est Emmanuel Macron, le président de la République, qui a souhaité me rencontrer pour parler de 2 sujets. Le premier sujet était lié à ma présidence du conseil d'administration de l'agence française, de l'Office français de la biodiversité. En effet, au moment d'écrire la future loi climat de transition environnementale, le président a souhaité me consulter pour parler, si vous voulez, de mon année de présidence au sein de l'Office français de la biodiversité. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de lui dire toutes les difficultés aujourd'hui de cet office et toute la difficulté d'intégrer dans nos politiques publiques la question environnementale. Elle est encore trop perçue comme une contrainte, alors qu'il s'agit de transformer les questions environnementales pour en faire encore une fois, pas une contrainte, mais une ambition collective. Je pense que si on veut réussir ces enjeux de biodiversité, de climat, de reconquête environnementale, on ne peut pas le faire dans la stigmatisation. Il faut qu'on soit capable de porter cette ambition collectivement, qui doit passer par les entreprises, par les acteurs économiques, par les territoires, avec une ambition qu'on ne peut pas faire autrement.
il ne s'agit pas de stigmatiser les uns contre les autres, mais de trouver les voies de la sagesse. Alors, l'environnement, on l'a compris, c'est le point central de votre combat aussi, hein, politique, on peut le dire comme ça. Mais j'imagine quand même qu'avec Emmanuel Macron, vous avez quand même un peu parlé des régionales. Ah oui, oui, le président de la République, donc ça c'était la première partie de la discussion, et la deuxième partie de la discussion a tourné autour des élections régionales, puisque mon nom commençait à apparaître dans la presse. Donc je lui ai confirmé que je n'avais pas pris de décision. Je peux confirmer aussi à vos auditeurs que je ne suis pas allé chercher la bénédiction du président de la République. Le président de la République m'a fait part de ses souhaits, que j'ai entendus bien évidemment. Mais cette décision appartient aux Bretons et nous appartiendra collectivement. Bon, encore une fois, il ne s'agit pas d'une ambition personnelle. Il s'agit de créer les conditions d'un rassemblement, et c'est ce rassemblement qui me déterminera ou non dans ma prise de décision. Alors aujourd'hui, il y a une politique régionale. Comment vous la jugez, cette politique régionale, alors qu'on va arriver au bout de ce mandat? Mais écoutez, j'ai envie de vous dire que ce bilan, je le partage, puisque j'étais vice-président de cette collectivité. Et je le partage dans le sens où justement, les choses se sont plutôt bien passées. Alors évidemment, on pourra toujours dire on n'a pas fait assez, on aurait pu faire différemment, mais sur le bilan, encore une fois, je le partage, et je n'attendais pas de ma part une critique de la gestion de Loïc Chenet-Girard. Aujourd'hui, il s'agit d'autre chose. Aujourd'hui, on voit bien que, encore une fois, pour certains, les élections municipales sont perçues comme une victoire de la gauche, notamment dans les métropoles, autour d'un axe Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts. On parle de Rennes, la métropole rennaise, on parle de Brest. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que s'il y a plus de 3 300 000 Bretons, il y en a 1 million en métropole. Et que le vote des métropoles, ce n'est pas le vote des Bretons. Et les Bretons sont très attentifs à ces questions. Et moi, je suis, encore une fois, très inquiet des stigmatisations. Et vous savez, les problèmes environnementaux, sur un territoire comme la Bretagne, par exemple, on ne le réglera pas sans les agriculteurs. Vous avez vu ce qui s'est passé ce week-end à Plouane. Moi, ce que je veux éviter, c'est surtout cela. La stigmatisation, et je pense qu'aujourd'hui, c'est une erreur de penser que cet alliage qui a fonctionné dans les métropoles puisse fonctionner en Bretagne. Alors on parle évidemment beaucoup de l'agriculture aujourd'hui, la télévision, France 2 y consacre un très beau documentaire ce soir. Justement l'agriculture, est-ce qu'il faut la réformer? Est-ce qu'il faut changer en douceur? Est-ce qu'il faut mettre tous les acteurs? Est-ce que c'est possible de mettre tous les acteurs autour d'une table? Mais vous savez, moi j'ai la chance de présider le comité de bassin qui s'occupe de la gestion de l'eau du Mont Gerbier-des-Joncs dans le Massif central à la pointe du Conquet. La Bretagne est aujourd'hui, et c'est terrible de le dire ici, puisque certains pourraient en douter, est une région exemplaire en matière de reconquête de la qualité des eaux. Vous savez qu'on est la première région d'Europe à sortir des contentieux sur les nitrates. Et ceci grâce à la mobilisation des agriculteurs et de la profession agricole. Donc il faut arrêter de se faire mal. Évidemment qu'il faut changer. Évidemment qu'il faudra sans doute produire différemment, produire moins, produire mieux. Et la Bretagne peut être une terre de terroir, de terroir et d'ambition. Et moi je suis certain que l'avenir de l'agriculture bretonne passe par la fierté de nos agriculteurs et la fierté de la Bretagne à porter ses agriculteurs. Donc, amener les agriculteurs à changer progressivement. Et est-ce qu'on peut aussi réconcilier, on a beaucoup d'associations aujourd'hui qui pointent du doigt l'agriculture intensive, les coopératives, etc. Est-ce que là aussi il y a un travail à faire pour essayer d'expliquer, de concerter? On dit que vous êtes homme de concertation et d'explication, homme de rassemblement. Est-ce que c'est aussi une des missions que vous vous fixez lorsque vous serez élu, si vous êtes élu? Mais vous savez, à partir du moment où les questions sont bien posées, dans la transparence des situations, dire ce qui ne va pas, mais aussi dire les efforts. Moi, je crois aux consensus territoriaux. Vous voyez, je crois à la mobilisation des acteurs dans les territoires, élus, agriculteurs, associations, sociétés civiles, pour porter ensemble cette ambition environnementale. Vous savez, la Bretagne a un patrimoine naturel exceptionnel. Ce qui fait beauté en Bretagne, ce qui fait,
j'ai envie de dire, la carte génétique de la Bretagne, c'est son environnement. Si l'environnement est dégradé, c'est la Bretagne qui se dégrade. Donc il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, c'est comment on construit ces politiques avec et non pas contre. Est-ce que la crise sanitaire que l'on traverse, cette crise du Covid-19 qui est longue, hein, j'allais presque dire qu'il n'en finit pas, amène aussi à changer le regard, à changer la façon de faire de la politique, pourquoi pas, et d'imaginer les territoires d'après cette crise? Mais je crois. Vous savez, on est en train de réinventer plein de choses. On est en train de réinventer la proximité, la solidarité, le vivre ensemble. Moi, je crois en effet que quand on voit le développement des circuits courts, des projets de territoire alimentaire, la volonté de reprendre contact avec la terre, la volonté de réinvestir la Bretagne même. Vous savez... j'ai participé à une réunion de travail samedi matin sur l'évolution de la population en Bretagne d'ici 2040. On nous annonce 400 000 habitants supplémentaires avant Covid. Aujourd'hui, les spécialistes nous disent que ça sera peut-être 500 000 ou 600 000 Bretons supplémentaires. Vous imaginez, c'est une population comme celle des Côtes d'Armor qu'on va devoir gagner en 20 ou 30 ans. Donc on va vivre des choses assez spectaculaires. La question qu'il faut se poser, c'est comment on va accueillir cette population? Est-ce que c'est une population qui va être résidentielle, qui va être productive? Est-ce qu'on aura assez de jeunes pour accueillir ces populations? Assez de métiers pour accueillir ces populations? Donc tout ça, il va falloir le travailler dans le projet régional. Et c'est aussi l'ambition que je me donne. Et éviter cette fracture territoriale entre les métropoles d'un côté et la campagne de l'autre. Mais bien sûr, on a besoin des métropoles, mais on a aussi besoin de la campagne. Vous savez, la Bretagne, je dis souvent, est un territoire presque expérimental au niveau international, au niveau planétaire. Vous savez, on a de la chance d'avoir une autonomie, un lien entre la terre et la mer qui est extraordinaire. Et ce lien, il faut le cultiver et réussir en Bretagne. Les transitions, comme le dit Jean Jouzel, c'est aussi montrer cette Bretagne ouverte sur le monde, cette Bretagne capable de proposer des solutions. Et moi, je suis certain que on a cette intelligence collective, on a ce lien très fort entre la terre, entre l'agriculture, la mer, la pêche, et on sait bien que nos activités sont intimement liées. On a besoin de métropoles, mais on a aussi besoin de territoires ruraux dynamique. Et puis la Bretagne, c'est l'innovation. Là, on voit beaucoup de jeunes entreprises qui naissent en Bretagne dans la cybersécurité, dans les techniques nouvelles, l'informatique. Est-ce que c'est une piste aussi à développer pour les années à venir? Vous savez, quand le général de Gaulle, à l'époque, avait ciblé Lannion comme une capitale, on va dire, en Bretagne, de développement des nouvelles technologies, on était loin d'imaginer ce qui allait se passer. Et pourtant, aujourd'hui, force est de constater que même s'il y a les difficultés chez Nokia, Lannion est une pépinière pour la Bretagne. Et il faut voir le nombre de start-up, d'ingénieurs qui sont formés là et qui sont des compétences aujourd'hui pour le monde entier. Donc il faut que la Bretagne cultive cette intelligence, cette capacité à développer des start-up. Et je pense que la Bretagne en a les moyens. Alors il y a aussi en Bretagne les pôles de défense, on imagine à Lorient et à Brest. Est-ce que l'armée aussi, aujourd'hui, il va falloir la développer en Bretagne? On a vu que beaucoup de choses étaient parties, par exemple concernant la marine à Toulon. Est-ce qu'il va falloir aussi se réapproprier ce territoire-là? Bien sûr, et puis vous savez, la Bretagne n'est pas en retard non plus. Et là, il faut aussi souligner le travail de Jean-Yves Le Drian. Mais vous voyez, regardez la cyberdéfense. Regardez les emplois qui sont créés autour de la cyberdéfense en Bretagne. Je prends le site de Bru, par exemple, à côté de Rennes. Donc c'est des emplois extraordinaires. Et vous voyez, tout dernièrement encore, la presse faisait état des attaques informatiques dans les entreprises partout. Qui deviennent de plus en plus nombreuses. Voilà, et qui posent de vraies difficultés. Il faut que l'intelligence qui est née ici en Bretagne, qui a permis le développement de ces emplois en Bretagne, puisse, et j'en doute pas, se développer et rendre ses services utiles à nos entreprises et à nos économies. Alors il y a aussi la question de l'énergie. On n'a pas de centrale nucléaire en Bretagne, Plogoff n'a pas vu le jour, mais on a la mer, on développe beaucoup l'éolien en mer. Alors ça crée quelques polémiques ici en baie de Saint-Brieuc, mais est-ce qu'il va falloir aussi réfléchir sur les énergies nouvelles en Bretagne? Mais vous savez,
la Bretagne aujourd'hui est dépendante à plus de 85% de l'extérieur. Et c'est quand même une vraie difficulté économique. Hein. Et dans les moments de tension en hiver, on est quand même en fragilité. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas la centrale nucléaire de Chinon ou la centrale de Flamanville, on ne serait pas bien. Donc c'est une vraie difficulté, c'est une vraie faiblesse, mais qu'il faut essayer de transformer en force. Et transformer en force, c'est de dire, est-ce que la Bretagne ne peut pas être une terre d'innovation autour des énergies renouvelables? Alors on pense à l'éolien, évidemment offshore, on pense évidemment à l'hydrogène, on pense à toutes ces nouvelles formes d'énergie. Il faut que la Bretagne soit une région, je ne vais pas dire première, mais au moins pilote en matière du développement des énergies renouvelables. On a cette fragilité, on est une région périphérique, mais on a aussi des atouts qu'il faut transformer. Et je pense que la région doit s'impliquer très fortement dans cette révolution énergétique qui peut être créatrice d'emplois, créatrice de richesses et créatrice de développement économique. Alors le développement économique en Bretagne, l'économie se porte plutôt assez bien. Alors évidemment, comme toutes les régions françaises, la Bretagne est impactée par cette crise du Covid qui engendre une crise économique. Est-ce qu'on peut rebondir justement grâce à ces innovations? Est-ce qu'on peut rebondir grâce à un petit peu, j'allais dire presque à l'ingéniosité des Bretons? Ils en ont fait preuve tout au long de l'histoire. Ben, moi j'y crois fortement. Et ce qui a permis à la Bretagne, d'ailleurs, de résister mieux que d'autres régions. Je ne parle pas sur la question du Covid, mais ce qui est quand même une réalité aussi. Mais je parle sur les conséquences économiques du Covid. Puisque quand il a fallu confiner, on a été confiné de la même façon que d'autres régions. Mais si la Bretagne a résisté, c'est avant tout grâce à son agriculture et à son agroalimentaire. Et il faut qu'on en ait bien conscience. Aujourd'hui, la Bretagne, qui, je rappelle, est autour de 3 400 000 habitants, un peu moins, produit pour plus de 15 millions d'habitants. Donc, j'ai envie de dire que la Bretagne est le grenier de la France. Et donc, c'est bien cette capacité à produire qui nous a permis de résister économiquement. Donc, il faut qu'on puisse avoir conscience de ces valeurs. Mais je dirais que la Bretagne, c'est aussi la mer. C'est aussi les métiers de la mer, c'est aussi les métiers autour de l'énergie, c'est toutes les nouvelles technologies. Et là, encore une fois, c'est une Bretagne ouverte sur le monde, parce que la Bretagne a de la chance d'être un monde de marins qui s'est propagé dans le monde entier. Et quand je vois cette capacité des Bretons, ici en Bretagne, mais aussi dans le monde entier, à avoir cette envie de Bretagne, ben, je me dis qu'on a tous les ingrédients pour réussir. Alors d'un point de vue politique, on parlait tout à l'heure des formations politiques traditionnelles comme le PS ou encore LR qui sont en perte de vitesse, mais on voit aussi le Rassemblement national maintenant qui semble monter, qui semble gagner du terrain en Bretagne. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que Bien sûr que ça vous posez m'inquiète. des questions là-dessus? Bien sûr, ça m'inquiète, mais je pense que si j'en suis là dans mes réflexions et si je souhaite créer les conditions du rassemblement avec plusieurs collègues, c'est avant tout pour tenter d'apporter une réponse aussi à cette montée du Front National. Vous savez, c'est beaucoup de désespérance dans les campagnes. Le vote du Front National, il s'exprime beaucoup dans les campagnes. Le sentiment d'être reclus, le sentiment de ne plus compter, le sentiment d'être dans des territoires en difficulté, qui perdent les services publics, qui perdent les services marchands, qui perdent de la population. Il faut redonner espoir. Et la meilleure réponse, c'est pas de lutter contre le Front National, c'est de lutter pour apporter des réponses à ces populations qui ont le sentiment d'abandon. Et c'est ça la bonne réponse. Alors, il nous reste quelques minutes, Thierry Burlot. Est-ce que on peut imaginer une Bretagne à 5 départements? Ça, c'est la question qui revient beaucoup ces temps derniers avec cette forte demande de réunification. La région s'y est engagée. On parle de référendum. Quelle est votre position là-dessus? Ma position est assez claire. Moi, j'ai voté tous les vœux en ce sens à l'Assemblée régionale.
Et j'ai envie de dire que si le sujet revient d'actualité, tant mieux. Mais il faudrait quand même qu'on évite de le mettre en actualité uniquement au moment des élections, et après on oublie. Moi, je voudrais dire que la Bretagne 5, c'est une vraie réalité. Aujourd'hui, il faut donner la parole aux électeurs de Loire-Atlantique. Il faut qu'ils nous disent clairement ce qu'ils souhaitent, et c'est à eux de s'exprimer. Je pense que c'est un peu trop facile d'attendre de l'État une réponse qu'il ne donnera pas de toute façon. On a déjà testé la solution avec différents gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, mais la bonne réponse aujourd'hui, c'est qu'au moment où on va voter pour les élections, je vous rappelle, départementales et régionales. Voilà, on n'a pas parlé des départementales, mais bon, ce sera au même moment. Écoutez, le bon sujet aujourd'hui pour les élections départementales en Loire-Atlantique, c'est aussi d'interpeller tous les conseillers départementaux sur ce qu'ils pensent de cette question. Et je pense que c'est à eux d'apporter la réponse. Alors, on a vu les récentes déclarations de Madame la maire de Nantes. On a vu aussi, vous avez vu l'abstention récente de Madame la maire de Rennes. C'est la confusion totale quand même. Donc aujourd'hui, moi, ma position est claire, et je souhaite que ce rassemblement porte cette décision. C'est oui à la Bretagne à 5, oui à la consultation de la Loire-Atlantique. Et vous savez, je vois ce qui s'est passé en Corse. Je vois ce qui s'est passé dans le Grand Est. Quand les territoires veulent s'organiser et montrent suffisamment de conviction, de détermination, l'État suit. Donc aujourd'hui, à nous d'inventer cette collectivité nouvelle, parce que c'est un peu la question qui nous est posée, et de trouver les voies et moyens pour y arriver. Et la meilleure façon, c'est de donner la parole, encore une fois, aux habitants de Loire-Atlantique. Ça impliquera aussi une réorganisation alors, du territoire, du nouveau territoire breton. Est-ce que finalement l'Assemblée de Bretagne, c'est la solution? La disparition des départements, beaucoup appellent cette disparition de leurs vœux. Alors écoutez, moi sur la collectivité unique, sur le principe, je suis plutôt favorable. Vous savez, je vous disais que nous étions en réflexion samedi dernier. On a beaucoup parlé de cet apport de population nouvelle, comment s'organiser. Parce que la Bretagne pourrait gagner 400-500 000 habitants, mais avoir des territoires qui continuent à perdre de la population. C'est ça le paradoxe. De la même façon, on a beaucoup parlé des jeunes. Et moi, j'ai été frappé par un universitaire qui nous disait que cette politique jeunesse ne fonctionne pas en France parce qu'il y a trop de niveaux d'organisation. Entre départements... Il faut simplifier, finalement. Il faut simplifier. Alors, la collectivité unique, l'idée, c'est qu'il faut faire très attention. Moi, j'y suis favorable, mais je ne suis pas favorable pour une réorganisation territoriale. Et vous savez, plus j'y vais, plus je crois que cette idée du conseiller territorial qui avait été à un moment avancée par Nicolas Sarkozy dans sa réforme, elle n'était pas si idiote que ça. C'est-à-dire qu'il y a des élus qui siègent dans les territoires et dans une assemblée unique. Et ça, à mon avis, c'est une bonne idée, mais on ne le fera pas contre les départements, mais avec les départements. Et il faut qu'on travaille déjà sur la clarification des compétences, sur l'optimisation de nos politiques publiques dans les territoires. Mais encore une fois, ça peut être un vrai projet pour la Bretagne, et la Bretagne pourrait sortir par le haut en termes de mise en œuvre de politiques publiques en proposant finalement des solutions adaptées à son territoire. Voilà, et encore peut-être être précurseur en la matière. Thierry Burlot, on va s'arrêter là car il est déjà 8h54. Je rappelle que vous êtes vice-président chargé de l'environnement à la région Bretagne. Vous êtes également candidat aux élections régionales et vous étiez notre invité ce matin dans la matinale de Bretagne 5 en direct en studio. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. Très belle journée, merci beaucoup. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.